Salut Sébastien et merci d'être avec nous ce soir pour réagir aux annonces du Premier ministre Bien, Édouard Philippe. c'est un plaisir. Donc, toi, tu es député de la Seine-Maritime et membre du Parti communiste français. Donc, comme beaucoup de Français, je suppose que tu as regardé avec attention les annonces d'Édouard Philippe et son plan de déconfinement qui tourne, enfin, en tout cas, il a essayé de le présenter autour d'un triptyque protéger, tester et isoler. Alors, on va rentrer un peu dans le détail. C'est quoi déjà ton premier regard, toi, sur ce discours-là et sur les annonces qui ont été faites? La situation complexe, personne ne peut nier ça. Il faut avoir en tête que le jour où le discours est prononcé, il y a 427 décès et qu'il y a encore des soignants, des infirmières, des aides-soignantes qui sont mobilisés pour prendre soin des gens. Et puis, il y a le contexte d'un président de la République qui a fait des injonctions autoritaires, solitaires. Voilà, le 11 mai, l'économie doit reprendre, il faut satisfaire les copains de la finance. Et donc, ça, c'est ce qui s'impose au gouvernement. Et dans ce contexte-là, on a un Premier ministre qui nous fait un plan, un semi-plan de déconfinement que moi j'ai trouvé brouillon, préoccupant de beaucoup de points de vue, avec un Premier ministre, Monsieur Météo. Quoi. Demain, il fera beau s'il ne pleut pas peut-être. Enfin, quand tu écoutes ce discours d'une heure, tu es parent, tu es inquiet, tu es enseignant, tu es flippé, tu es salarié, tu as compris que tu allais devoir reprendre le boulot et qu'avec un peu de chance, ta boîte aura des masques, mais qu'elle peut aussi ne pas en avoir. Et, euh, et tu ressors donc convaincu que décidément, les libéraux ne sont pas pour un État qui prend soin. Il y a eu plusieurs sujets. Tu as évoqué la question des masques. Bon, il a essayé de se défendre en disant que les experts avaient souvent changé de doctrine en disant qu'il en fallait, qu'il en fallait pas. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas si on aura des masques en quantité suffisante pour toute la population. Et moi, j'ai une question, c'est pourquoi aujourd'hui ce gouvernement il se refuse de rendre les masques gratuits alors qu'il distribue des cadeaux aux entreprises. On peut parler d'Air France où il donne des milliards sans contrepartie. On n'est pas aujourd'hui en capacité d'assurer des masques gratuits à tous les Français. Bah, cette crise, elle a révélé, tu le sais, plein de choses. Elle a révélé le fait qu'on ait renoncé à notre souveraineté industrielle pour produire des médicaments, pour produire des choses aussi simples que des gants, des surdoutes et des masques. La France ne fait plus tout ça. Euh, et donc, on est dépendant des autres. Et puis, donc, du coup, faute d'en avoir, on a un gouvernement qui a inventé des doctrines pour nous apprendre à nous passer de ce qu'on n'avait pas. Dans un premier temps, ils ont dit tous les soignants n'auront pas besoin de masques. Moi, j'ai un préfet qui m'expliquait que mon directeur d'hôpital donnait trop de masques dans mon hôpital. Puis après, ils ont convenu qu'il fallait quand même en donner à tous les soignants, puis peut-être même à quelques professions qui étaient surexposées. Et puis, au bout du compte, on le sait, pour protéger les gens, il faudra des gestes barrières, des masques pour tout le monde. Et si on veut qu'ils soient pour tout le monde et qu'il n'y ait pas des masques pour les pauvres et des masques pour les autres, il faudrait qu'ils soient gratuits. Mais telle n'est pas la décision prise par le gouvernement. Ils nous disent on va se démerder avec les maires, on va, dans le doute, fabriquez-en quand même vous-même chez vous. Euh, donc, pas de test pour tout le monde, pas de masque pour tout le monde, des aspirateurs, des respirateurs qui ont été fabriqués à la va-vite et qui ne sont pas adaptés aux besoins de l'hosto. C'est révélateur d'une incapacité à gérer la crise. Il y avait un autre point, tu l'as évoqué au début, qui était très attendu, c'est la question des écoles. Donc toi, tu as été aussi maire, donc je pense que c'est un sujet sur lequel tu es attentif. Aujourd'hui, on a l'impression que la responsabilité, elle est renvoyée clairement sur les maires pour savoir s'il faudra ouvrir ou pas les écoles, avec quels moyens. Et on nous a souvent vendu la réouverture des écoles sur la question des inégalités, et notamment d'accès au numérique, ce qui est certainement vrai, mais qui, à mon avis, n'est pas la vraie raison. Mais est-ce qu'aussi on n'a pas un risque d'avoir des nouvelles inégalités? Parce qu'on a quand même des communes qui ont des moyens qui sont plus importants, qui vont pouvoir réouvrir les écoles et certainement accueillir les enfants, et des communes qui vont être en difficulté. Cette question-là, est-ce que les parents d'élèves, est-ce que les parents tout court, ils peuvent être rassurés ou est-ce qu'on a de quoi être inquiet demain sur la réouverture de ces écoles dans des conditions qui sont plus que inquiétantes quand même? Moi, comme parent, je ne suis pas rassuré. Et comme élu, je suis très inquiet. D'abord, l'école retient que l'école, c'est 13 millions d'élèves, en gros, 900 000 enseignants. Et si tu ajoutes à ça les ATSEM, les personnels techniques des collèges, des lycées, les femmes de ménage, les femmes d'entretien, les personnels des cantines, c'est environ 15 millions de personnes qui doivent reprendre le chemin de l'école.
sans aucune garantie. Je ne reviens pas sur la question des masques et des transports. Et là, on nous dit, c'est extraordinaire, les libéraux, on met fin à l'école obligatoire, une et indivisible. C'est-à-dire que ça va être l'école à la carte. Si vous êtes vraiment inquiet, ne les mettez pas. En fonction de l'âge, ils ne reprendront pas en même temps. Les lycéens, tirer une croix, ils ont compris que les lycéens pouvaient être porteurs du virus. Et donc, dans le meilleur des cas, les lycées techniques reprendront le 2 juin, nous disent-ils. Donc, si tu as des fratries et que tu dois aller au boulot, si tu as un gamin en sixième, un gamin au lycée et un gamin en CP, ils auront 3 emplois du temps de reprise différents, donc la galère. Et tu as raison de dire qu'en plus, on renvoie donc la responsabilité sur les parents et la responsabilité sur les maires. Avec les maires qui devront garantir les conditions de cantine, les conditions de transport scolaire, les conditions d'hygiène des classes, les conditions de est-ce qu'il y a du gel dans toutes les toilettes, les conditions de est-ce que les gamins vont se croiser dans les couloirs. Enfin, bref, c'est une machine à se faire engueuler par les maires et une machine pour le gouvernement qui consiste à renvoyer le poids de ses propres turpitudes sur les acteurs de proximité. Donc, moi, j'ai des mômes. Je ne sais pas ce que je ferai le 11 mai pour mes mots. Je vais d'abord en discuter avec eux aussi, et puis avec leurs enseignants. Mais ce que je sais, c'est que les AESH, pour les mômes en situation de handicap, les enseignants et les personnels des mairies notamment, sont profondément inquiets après un discours comme celui qu'on vient d'entendre. Il y a une question qui a été peu soulevée, je trouve que j'ai pas vu beaucoup de réactions, c'est qu'on nous a quand même annoncé la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au mois de juillet sûrement. Ouais. Ça pose pas aussi un souci de démocratie, parce qu'on le voit là avec la présentation de ce plan où on vous laisse 2 ou 3 heures de mémoire pour consulter le plan et voter derrière. On n'a pas aussi une dérive, même si on savait que le macronisme c'était une concentration du pouvoir, c'est aujourd'hui exacerbé. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de dérive vers un pouvoir et un président qui décide vraiment de tout et tout seul? Tu as raison. Enfin, s'il décide de tout et de rien, il décide de tout et de rien tout seul. Enfin, il y a un couvercle sur le Parlement. Moi, je suis à Dieppe, frustré de ne pas être à Paris parce que j'aurais envie de les engueuler, j'aurais envie de porter la colère de mon territoire à l'Assemblée nationale. Donc, un couvercle sur la démocratie, un couvercle sur la démocratie sociale, puisque les organisations syndicales ne sont pas associées à ce plan de déconfinement. Ni dans les transports, ni dans l'éducation, ni même dans les services publics territoriaux. Rien, d'ailleurs, n'a été annoncé sur un plan de soutien à l'hôpital. C'est-à-dire que l'hôpital était malade, l'hôpital était abîmé, l'hôpital est surmobilisé pendant la crise. Rien n'est annoncé pour être au chevet de l'hôpital. Et puis, oui, oui, un vrai risque sur les libertés publiques. Alors là, tu as vu que sur l'application Stop Covid, on est dans l'improvisation et non que le débat viendra quand on sera prêt, quand Apple aura négocié avec le gouvernement, puisque c'est de ça dont il s'agit. Alors que on sait bien que pour protéger les gens, c'est pas d'une application dont on a besoin, mais c'est de masques et de tests. Et puis les libertés publiques, les libertés individuelles, le simple fait de se déplacer d'un département à un autre vont être prolongées dans cet état d'urgence sanitaire dont le Premier ministre a dit que vraisemblablement, jusqu'au 24 juillet, on serait en état d'urgence sanitaire avec tout ce que ça a comme pouvoir exorbitant de droit commun, extraordinaire pour le gouvernement et le président de la République. Donc oui, il y a danger. Et puis bon, je ne suis pas mauvaise langue, mais tout rassemblement de 10 personnes est interdit. Les revendications sociales vont être rendues complexes, y compris pour dénoncer les conditions mauvaises de ce déconfinement dans la période qui s'ouvre. Tu as rappelé effectivement qu'il n'y avait eu aucun mot pour le personnel soignant et pourtant Emmanuel Macron avait annoncé au mois de mars un grand plan pour l'hôpital. Est-ce qu'un plan de déconfinement, il n'aurait pas aussi été nécessaire d'avoir une partie sociale sur la question des loyers, sur la question de l'aide alimentaire, sur la question du chômage partiel? Aujourd'hui, même si on ne le découvre pas, c'est quand même aberrant qu'on prépare un plan de déconfinement et que le mot social, le mot service public, il soit absolument absent des annonces du Premier ministre. Bon, déjà, dans les quartiers, dans les familles,
euh, ça craint. Enfin, les fins de mois vont être difficiles, parce que le chômage partiel, ils ont oublié de le dire, mais ne couvre pas le pouvoir d'achat de nos concitoyens. 11 milliards d'euros de pouvoir d'achat en moins pour les ménages avec cette crise. Donc, on commence à crever la dalle, et les associations d'ailleurs de solidarité nous le disent. Euh, les primes annoncées, rien n'est alloué aux EHPAD, aux hôpitaux, aux collectivités pour mettre en place les primes de ceux qui sont en première ligne depuis le début. Quand j'ai posé la question au préfet chez moi et au président du département sur à quel moment vous allez mettre en place les primes dans les EHPAD, ils disent voilà, c'est compliqué, on n'a pas le début du commencement du fric. Et puis, tu as raison de dire que moi, en commission, j'ai attiré l'attention sur la question des loyers. Enfin, il y a 7 millions de Français qui sont d'ores et déjà en difficulté pour payer leur loyer. Et puis, parmi eux, les étudiants, enfin, qui, eux, n'ont plus la fac, qui ne vont pas reprendre la fac et qui continuent à payer leur loyer. D'ailleurs, j'ajoute que les plus précaires sont ceux qui bossent dans les supermarchés, etc. Et eux, alors là, pour le coup, ils sont au charbon depuis le début de la crise, devant continuer à assumer leur loyer et le quotidien. Zéro volet social dans le PLFR, dans le plan de finances 1 ou 2 ou même 3, aucun plan de soutien aux communes. Enfin, moi, j'attire l'attention sur le fait que la commune, c'est l'instance qui prend soin. C'est avec les maires qu'on va prendre soin des aînés, qu'on va prendre soin des associations, qu'on va prendre soin des services publics, qu'on va être en situation de venir en soutien aux familles les plus précaires. Eh bien, la crise sanitaire prive les communes de moyens. Il n'y a plus de recettes d'aucune sorte. On dépense, parce que c'est la course à l'échalote, pour acheter des masques, pour prendre des mesures de protection. Et donc, les communes vont être asphyxiées. Et donc, le jour d'après, pour les libéraux, ne ressemblera pas au jour d'avant. Il est pire. Il est un monde où le service public sera encore plus abîmé, un monde où les solidarités seront renvoyées à l'individualisme. Et donc, il y a des raisons multiples de penser à ce que le monde d'après soit fait de lutte, de solidarité nouvelle et de construction d'alternatives pour ce qui nous concerne. Mais justement, ça va être ma dernière question, mais on voit aussi qu'il y a un discours qui consiste à dire que le jour d'après ne sera pas le jour d'avant. Même le président dit qu'il faudra se réinventer, et on n'y croit pas une seconde, mais on voit bien aussi que si on n'arrache pas les choses, on ne va pas nous les servir sur un plateau. Et comment on peut demain gagner d'avoir une autre société qui replace l'humain, les services publics et l'écologie au cœur des questions prioritaires? Comment aujourd'hui on peut gagner ça? Puisqu'il y avait une colère sociale qui s'exprimait avant la crise du coronavirus. Et comment on va créer les conditions d'avoir des nouvelles mobilisations ou des nouvelles expressions populaires? Parce que je crois que l'exigence du changement, elle est extrêmement forte partout, mais c'est comment on arrive à la traduire? Écoute, c'est pas toi que je vais convaincre, mais cette crise, elle a donné raison à ce qu'on dit depuis des années. C'est-à-dire que oui, il y a des régimes spéciaux, et d'ailleurs, c'est les régimes spéciaux qui ont été surmobilisés pendant la crise, en première ligne. Si les services publics n'existaient pas, il aurait fallu les inventer à la faveur de la crise. Et pourtant, les politiques libérales qui se suivent et se ressemblent flinguent chaque jour un peu plus le service public. Oui, il y a besoin de réfléchir à une stratégie industrielle de relocalisation de notre économie, de retrouver des marges de souveraineté et puis de mettre fin à une mondialisation qui broie la planète et qui broie les hommes. Ça, nous le disons depuis un certain nombre d'années. Donc, évidemment qu'il va falloir, à la faveur de cette crise, construire des rassemblements le plus large possible. Enfin, au moment des retraites, souviens-toi, ils nous ont dit qu'on pouvait travailler jusqu'à pas d'âge. À la faveur de la crise, on a découvert qu'à partir de 65 ans, on pouvait être un public fragile. Et puis, selon le boulot qu'on a eu, on pouvait être même un peu plus fragile en fonction de si on avait fait sa carrière chez Rothschild ou si on avait été égoutier à la mairie de Paris ou aide-soignante à l'hôpital de Dieppe ou à Adsem dans une école de France et de Navarre. Et donc, j'allais dire que notre diagnostic, il a été conforté par la crise. Il va falloir qu'on tisse des ponts pour dire oui, il y a nécessité de
privilégier les liens plutôt que les biens, de construire une économie qui prenne soin et de la planète et des hommes qui la font vivre, de retrouver des marges de manœuvre pour ne pas dépendre de l'Asie pour fabriquer nos médocs, pour fabriquer nos masques, pour fabriquer nos blouses, pour fabriquer des respirateurs pour l'hôpital, pour... Enfin, la sortie de crise démontre qu'on a besoin d'une politique de transport d'un autre niveau, et pas seulement en Île-de-France, hein, évidemment. Et donc, plus de trains, plus de transports collectifs, plus de place pour les modes de déplacement alternatifs. Mais la réforme ferroviaire, notamment, a dégradé cette capacité à répondre à ça. Donc, j'allais dire que cette crise, elle renforce l'urgence qu'il y a à se débarrasser des libéraux et à construire un monde de progrès qui place l'humanité au cœur de son projet de société. C'est ce à quoi il va falloir qu'on travaille, pas pour le monde d'après, dès aujourd'hui. Et la question peut-être la plus difficile, mais est-ce que ça passe par... on sait que la question du rassemblement de la gauche, elle est déjà sur le tapis et tout le monde en discute, mais est-ce que c'est une condition de la réussite de changer le monde dès aujourd'hui? Ouais, et j'espère qu'on ne va pas être dans une logique de se mesurer, de regarder qui c'est qui pisse le plus loin et d'être chacun dans notre précaré, parce que si on fait ça, on ne sera pas utile aux gens. Si on fait ça, on ne sera pas utile au peuple de gauche. Et si on fait ça, on prépare des lendemains heureux, des jours heureux pour les macronistes. Et moi, je propose qu'on écrive des jours heureux pour la France qui manque, la France qui travaille, la France qui souffre et la France tout court. Mais merci Sébastien pour... Merci à toi Thomas et et bon à très courage pour bientôt. la suite du combat. Ouais, l'énergie est au rendez-vous. Ciao. Merci.